a ruiné. À l'école ou dans les médias, on vous a toujours fait croire que la France s'était enrichie en colonisant l'Afrique. C'est un mensonge incroyable. En fait, c'est exactement l'inverse. La colonisation a causé un retard économique énorme pour notre pays que l'on paye encore aujourd'hui. Voici la preuve en 4 points. Premièrement, l'apport économique de l'empire colonial était dérisoire. Même à son pic, les matières premières qui alimentaient l'économie française venaient principalement d'Europe. En 1913, 0,1% du coton, 3,2% de la laine et 0,2% de la soie importée en France viennent des colonies. Donc quasiment rien. Même pendant la Première Guerre mondiale, les importations coloniales restèrent marginales. Sur les 170 millions de tonnes de marchandises importées, seules 6 provenaient des colonies. À l'exception des phosphates du Maroc, des charbonnages du Tonkin et de quelques productions sectorielles, l'Empire ne fournissait rien de rare à la France. Par exemple, le charbon, vital pour l'économie française jusqu'aux années 50, n'était pas produit par les colonies qui, à l'exception de l'Indochine, devaient elles-mêmes en importer. Deuxièmement, les produits coloniaux étaient souvent de mauvaise qualité et plus chers que les produits importés de l'étranger. Voici 2 exemples. Le vin algérien. Le vin algérien représentait en valeur 50% des exportations totales de l'Algérie vers la métropole. Alors que la métropole était déjà en surproduction de vin, que le vin algérien était tellement de mauvaise qualité qu'aucun pays étranger n'en voulait, et qu'il était 2 fois plus cher que le vin de qualité équivalente, comme le vin espagnol, la France s'obligeait à importer des millions d'hectolitres de vin algérien. Le pétrole algérien. Le pétrole algérien était tellement de mauvaise qualité que la France ne pouvait même pas utiliser en fioul pour son industrie. Elle essayait donc de le revendre à l'étranger pour alléger sa facture en importation de bon pétrole. Mais en plus, le pétrole algérien était très cher. Sa production, tout compris, revenait à 1,10$ en Algérie, contre 10 centimes en moyenne au Moyen-Orient. Mais pour soutenir l'économie algérienne, la France a obligé ses sociétés pétrolières à acheter une part de la production algérienne proportionnelle à leur achat à l'étranger à un prix exorbitant fixé par l'État de 2,08$. Au final, c'était l'Algérie qui était dépendante de la France pour écouler son pétrole et non la France qui était dépendante du pétrole algérien. Et c'était pareil pour tous les produits coloniaux. Caoutchouc indochinois, sucre des Antilles, arachide du Sénégal, bananes. La France les achetait 25% plus cher que le prix sur le marché mondial pour soutenir les colonies. Une catastrophe économique. Troisièmement, la France a dépensé des fortunes pour développer des infrastructures coloniales. Toutes les routes, les hôpitaux, les écoles et les dispensaires ont été financés par le contribuable français. Il a fallu bâtir toute l'infrastructure depuis zéro. Une véritable ruine du contribuable. En partant, voici ce que la France a laissé à l'Afrique. 50 000 km de routes bitumées, 215 000 km de pistes toute saison, 18 000 km de voies ferrées, 63 ports équipés, 196 aérodromes, 2000 dispensaires équipés, 600 maternités, 220 hôpitaux, dans lesquels les soins et les médicaments étaient gratuits. En 1960, 3,8 millions d'enfants étaient scolarisés et dans la seule Afrique noire, 16 000 écoles primaires et 350 écoles secondaires, collèges ou lycées fonctionnaient. Sans parler d'une agriculture florissante laissée en jachère après l'indépendance, à tel point qu'aujourd'hui l'Algérie doit importer du concentré de tomates, des pois chiches et jusqu'à la semoule pour le couscous. Entre 1945 et 1962, la France a dépensé 32,5 milliards de francs d'investissement public dans les colonies. C'est 2 fois plus que le plan Marshall versé par l'Amérique pour reconstruire la France après la Deuxième Guerre mondiale. L'exemple le plus parlant, c'est celui de l'Algérie. En 1959, l'Algérie constituait 20% du budget total de l'État français. À l'époque, c'était plus que les budgets additionnés de l'éducation nationale, des travaux publics et des transports, de la reconstruction et du logement, de l'industrie et du commerce. Pour résumer, nous pouvons citer directement le chercheur Jacques Marseille qui disait que même si la colonisation a pu enrichir certains, on ne peut pas dire qu'en longue durée, elle a servi la France et les Français. On peut même dire que l'Empire français a freiné sa modernisation et a fait en définitive plus de mal que de bien à l'économie métropolitaine dans son ensemble. Jacques Marseille était un militant de la gauche qui voulait prouver que la France s'était enrichie sur le dos de ses colonies. Mais au final, avec ses recherches, il a complètement changé d'avis. Quatrièmement, les pays qui ont abandonné leur empire colonial ou qui n'en avaient pas ont bénéficié d'un véritable boom économique. Aux Pays-Bas, la décolonisation néerlandaise entre 1949 et 1963 s'est accompagnée d'une période de forte croissance économique pour le pays. Pendant près de 20 ans, il a pu réinvestir les dépenses coloniales dans la modernisation de son industrie. Comme pour l'Algérie et la France, l'Indonésie a été un boulet pour l'économie néerlandaise. Niall Ferguson, spécialiste de l'histoire économique de l'Empire britannique qui enseignait à Harvard et à la London School of Economics, rappelait dans un long article en 2003 qu'il y a un consensus historique sur le fait que l'Empire britannique était économiquement délétère pour les intérêts du Royaume-Uni.
Il évoque les conclusions d'autres économistes tels que Sidney Pollard et Patrick O'Brien qui démontrèrent que le capital injecté dans les colonies empêcha des investissements qui auraient été utiles à la modernisation des infrastructures et de l'industrie britannique. De son côté, l'Allemagne n'a jamais eu de véritable empire colonial. Quelques pays, Togo, Cameroun, Rwanda et quelques possessions dans le Pacifique, colonisés tardivement avec un soutien peu enthousiaste de l'État. Plutôt que de perdre son temps en Afrique, l'Allemagne a préféré se concentrer sur son économie intérieure. Le résultat a été un développement industriel exceptionnel pour l'Allemagne alors que la France gaspillait des milliards pour ses colonies. Enfin, petite parenthèse, à l'époque de la Troisième République, c'est la droite nationale qui porte principalement le discours anticolonialiste. Les nationalistes français de l'époque militent pour la fin de la colonisation et pour que l'État se concentre sur la vraie France plutôt que sur la Grande France. En 1884, le duc de Broglie, un sénateur monarchiste, déclare « Les colonies affaiblissent la patrie qui les fonde. Bien loin de la fortifier, elle lui soutire son sang et ses forces. » Au contraire, c'est la gauche républicaine majoritaire qui soutient la colonisation, quitte à ruiner le pays. Conclusion, soyons clairs, ce n'est pas la faute de la France si l'Afrique ne se développe pas économiquement. L'Éthiopie n'a jamais été colonisée, sauf très partiellement par l'Italie pendant quelques années, et elle est le 158e pays du monde en termes de PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat sur 188. Notre richesse ne vient pas de l'Afrique. Si c'était le cas, comment se fait-il que nous étions déjà plus riches que l'Afrique avant la colonisation? Il est temps de mettre un terme au mensonge du pillage de l'Afrique par la France. Les colonies ont été un boulet, un tonneau des Danaïdes pour l'économie française. Et c'est pareil aujourd'hui avec les anciennes colonies. On dépense des milliards dans des projets inutiles qui nous rapportent rien, comme un métro à Abidjan qui a coûté 1,4 milliard d'euros aux Français. Si c'était la colonisation qui apportait la richesse, le Portugal devrait être un géant économique et la Suède un pays du tiers-monde. Fin de la blague. Aujourd'hui, 60 ans après la décolonisation, le bilan est clair. La France continue à sacrifier sa richesse pour ses anciennes colonies. L'uranium du Niger est de très loin le plus cher que la France achète à ses partenaires économiques comme le Kazakhstan ou le Canada. L'aide au développement pour l'Afrique, c'est plus de 5 milliards d'euros chaque année. En 2026, le gouvernement prévoit de passer à 19 milliards d'aides au développement au total et de consacrer plus de 3 milliards à promouvoir l'égalité homme-femme. On pille tellement l'Afrique qu'on paye des milliards pour y exporter la théorie du genre. Bref, ne vous laissez pas intoxiquer par les mensonges de la gauche, il faut mettre fin au chantage permanent et à la religion de la repentance, car